Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 9 novembre 2017, les travaux pour modifier la courbe en S de Val-Brillant sont enfin amorcés après 43 ans d'attente. Dans le cadre de la 13e semaine québécoise de l'orientation du 5 au 11 novembre, la reconnaissance des acquis et des compétences est mise en lumière dans de petites vidéos. Nous rencontrons Mme Marthe Aymon, directrice générale de la commission scolaire des Monts-et-Marais, pour en savoir plus sur la fermeture de l'école secondaire Armand-Saint-Onge et les conséquences qui en découlent. Michel Coutu nous fait le bilan des inconvénients que cette fermeture a engendré pour Diffusion Mordicus. Nous vous présentons les courageuses et courageux qui ont défié la vallée dans la cour de l'Aréna d'Amqui le 7 novembre dernier. Guylaine Bouliane est fière de nous parler du hockey mineur dans la vallée, qui la passionne toujours autant. Guylaine Raymond ajoute quelques précisions à propos des tournois de hockey à venir cette année. Nous rencontrons pour la première fois après l'inondation survenue en mai dernier Martin Bérubé qui nous raconte l'impact sur la ressourcerie et Karine Corneau qui nous invite à une journée porte ouverte. Isabelle Pinard du comité Rendez-vous Bouffe et nous vous invite au prochain rendez-vous qui aura lieu samedi 18 novembre dès 11h30 à la salle communautaire de Sébec. Et le même jour, mais cette fois à 19h, à la Côte-Saumon, ce sont les passionnés de chasse qui sont attendus en grand nombre. Mais d'abord, nous vous présentons les réactions que Chantal Lavoie et Gaëtan Ruet ont eues après l'annonce des résultats de la course à la préfecture. Merci beaucoup, mon beau monsieur. Bien. Connaissez-vous cette belle dame aux cheveux blancs? Elle m'a l'air tellement sympathique. Oui, je la connais. C'est tout un phénomène. Ah, vous pouvez m'en parler? Oui, monsieur. Elle est veuve depuis à peu près 5 mois. Puis son mari a laissé une belle somme d'argent. Puis je te dis qu'elle ne montrait pas avoir trop de tête. J'aurais jamais pensé. À la voir, elle a l'air tellement sympathique. Elle a l'air sympathique. Elle a toujours vécu à son crochet. Puis elle a fait sa trêche. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. En plus, elle passait son temps à le dénigrer. C'est horrible. On va dire comme le vieux dicton. Les apparences sont souvent trompeuses. Oui, ils sont trompeuses. Puis je te conseille fortement de tenir loin de ça parce que là, elle manque d'argent puis elle s'en cherche un autre. Ben, à l'avenir, je suis bien content de le savoir. Je vais venir loin de cette femme. L'intimidation peut avoir des conséquences sur la santé physique, peut avoir des conséquences également sur la santé mentale, peut avoir également des conséquences sur le plan social, la perte de liberté. Si vous avez été témoin d'une situation comme celle-ci, vous pouvez faire appel aux ressources qui existent. Une vingtaine de personnes étaient rassemblées lundi dernier au Select Hotel pour le dévoilement de la gagnante ou du gagnant de la course à la préfecture. C'est finalement Chantal Lavoie qui a été réélue avec 4 578 votes contre 2 276. Nous en avons profité pour rencontrer Chantal Lavoie et Gaëtan Ruet. Madame Lavoie, vous venez tout juste d'être élue préfet de la MRC. On aimerait avoir vos commentaires et réactions, s'il vous plaît. Bien évidemment, ma première pensée, mes premiers mots, c'est pour l'électorat, pour les gens les électeurs qui ont pris la peine d'aller voter dans un premier temps. On sait que c'est toujours difficile d'aller voter et tout ça, surtout qu'il y avait plusieurs municipalités qui n'avaient quand même pas d'élection autre que celle de la préfecture. Donc, je pense, et la confiance, évidemment,
par-dessus tout, la confiance que ces gens-là m'attribuent en m'accordant un nouveau mandat, quand même avec, je pense, un mandat clair. Donc, je le prends. Aujourd'hui, je le prends. Demain, on va se mettre au travail déjà. Même, je pense qu'après-midi, ça va déjà être... parce que c'est ça. Je pense que c'est une campagne qui a été quand même sur le terrain, je dirais très intense, mais énergisante aussi. J'ai entendu aujourd'hui ce que j'ai entendu sur la rue pendant ma campagne, puis ça fait du bien, mais je ne laisserai pas tomber. Moi, je suis une fille d'action. Ça fait 8 ans que je fais ça de même façon, puis je vais poursuivre de la même façon aussi. Est-ce que vous aviez établi des priorités que vous voulez mettre en branle immédiatement cet après-midi? Évidemment, juste avant la campagne, il y avait des dossiers importants. Le développement économique, c'en est un. On est là-dedans, évidemment. Il y a des choses qui vont se poursuivre. On a des choses très précises là. On a parlé de la santé. La santé, c'est aussi quelque chose. On a des rencontres, là, j'avais dit après la campagne, au comité Vigie-Santé, il faut qu'on se rencontre, le porte-parole. On va établir un plan de match, des choses aussi. Donc, effectivement, là, il y a beaucoup de choses qui vont s'enclencher. On sait qu'au niveau de la MRC, il y a l'embauche d'une ressource en tourisme qui vient d'être faite. Donc, c'est sûr qu'on va travailler fort là-dessus aussi pour la prochaine saison touristique. On veut qu'il y ait des choses établies. On parle de la ressource agroforestière qui va être engagée sous peu. Fait que ça aussi, c'est un nom de priorité. Fait, il y a vraiment beaucoup de choses. Dans la continuité, on est une équipe dynamique à la MRC, puis je pense que, justement, il y a plein de choses. Fait que j'attends juste ça, recommencer. À bouger un peu. Ouais. Avez-vous hâte d'intégrer vos nouveaux bureaux? Bien, ça, c'est clair. C'était quelque chose. Tous les matins, je passe devant les nouveaux bureaux, je vois la construction. Et je vous dirais que je me demandais sincèrement, on ne sait jamais, je pense qu'il faut que je le souligne aussi, M. Rouet a quand même fait une campagne très terrain. On s'est rencontrés, aucune adversité. Je veux dire, malgré que c'était mon adversaire, il n'y a pas d'animosité, tout ça. On disait à la blague ce matin, on était en compétition, mais on n'était pas en chicane, on n'était pas en... Donc, je pense qu'on a fait tous les deux une campagne très respectueuse l'un de l'autre. Je pense qu'on est des gens qui se respectent énormément. Puis, je peux quand même saluer le travail qu'il a fait, là, 19 ans à son poste de maire. Je pense que c'est pas négligeable non plus. Et, en tout cas, moi, je suis très heureuse, ceci dit, là, de dénouement de tout ça. Mais on vous félicite, puis on a hâte de travailler avec vous pour les 4 prochaines années et plus encore. Merci. Bien, merci beaucoup, puis on va se revoir, c'est ça, parce que, vous le savez, j'aime ça, parler avec les gens, c'est mon énergie, c'est ma nourriture, souvent, je le dis, sur le terrain, quand je parle avec les gens, fait que, gênez-vous pas, je suis là, puis à la télévision, on se rencontre souvent aussi, puis on fait des états de situation, puis ça, c'est important, puis j'y tiens, on va continuer de faire ça, si vous êtes d'accord. Tout à fait. Bonne fin de journée. Monsieur Rouet, on est au dévoilement des résultats pour la préfecture. On aimerait avoir vos commentaires. Bien, je félicite Mme Lavoie. Je ne sais pas comment elle a réussi cette tour de force-là, mais sans doute que les gens apprécient le travail qu'elle fait. Il doit y avoir quelque chose comme ça se peut pas. J'amenais plein d'idées, mais on sait que la politique, c'est l'art de gérer les perceptions. Alors, si les Matapédiens et Matapédiennes percevaient qu'elle était à même de faire... un autre mandat avec plus de réalisations possibles que j'en souhaitais ou que je leur promettais de faire, bien, écoutez, c'est le peuple qui décide et c'est ça la démocratie. Puis bon, je lui souhaite bonne chance dans son prochain mandat. Je félicite tous ceux et celles qui ont cru en moi, autant à la Ville que dans la précédente campagne. Et je leur souhaite un bel avenir avec Mme Lavoie. Et pour vous, M. Rouet, quels sont les projets à venir? Aviez-vous réfléchi à ça? On va vous voir quelque part ailleurs dans la Matapédia bientôt? Je ne sais pas pour le moment. Écoutez, j'ai franchi l'âge de la retraite à 65, je suis en 72. Alors, c'est sûr que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que les gens voient que quand même, je suis quand même en bonne énergie, là. Fait que donc, qu'est-ce qui me réserve? Il va falloir que je réfléchisse à ça, mais j'avais pas rien de précis pour le moment. C'est sûr que je suis un Matapédien de naissance, de cœur et de tout ce qu'on voudra, là. Et donc, j'ai pas de projet de quitter. Il y en a quand ils subissent une situation comme je viens de vivre, qui mettent les voiles ailleurs et ils s'éloignent de tout ça. Mais je suis présent avec les Matapédiens. Depuis que je suis revenu en région après mes études à l'Université de Moncton, j'ai toujours contribué au développement de la région, que ce soit de différentes manières, dans l'entreprise familiale ou
à Val-d'Irène et dans bien des organisations. Fait que là, on verra. On va se donner le temps de réfléchir. Merci beaucoup, M. Ruet. On vous souhaite bonne chance dans vos projets futurs. Merci à vous tous et bonne chance à TV communautaire. Je souhaite 40 au nouveau centre administratif de la MRC. Nous avons également rencontré Pierre Damour, nouveau maire d'Amqui, et Marcel Belzile, nouveau maire de Sébec, qui étaient sur place. Toutefois, ces entrevues seront diffusées la semaine prochaine dans un reportage spécial qui portera sur les dossiers en cours à la MRC de la Matapédia. Notre MRC, ayant un vaste territoire, est traversée par une longue route particulièrement dangereuse dans le secteur de Val-Briand. Après 43 ans d'attente et quelques morts, cette courbe sera enfin corrigée. Voici Jacques Pelletier, maire de Val-Briand, pour nous en parler. Monsieur Pelletier, il y a du mouvement à Val-Briand ces temps-ci. Enfin, la courbe va être retravaillée après 43 ans d'attente. Oui, exactement, 43 ans d'attente. Ils ont usé de notre patience pas mal. Mais là, c'est vraiment en train de se faire. Là, ils commencent les travaux, puis après, comment ça va fonctionner? Mais présentement, c'est la partie du CN. C'est le CN qui fait la voie de contournement pour le chemin de fer et pour permettre de faire le viaduc et tout le kit. Et au printemps, le ministère, aussitôt que ces travaux vont être faits, le ministère des Transports va embarquer sous toute réserve là, au printemps. Là. Mais on a une rencontre à ce sujet le 23 novembre à 19h à la Cédrière pour le public. Nous, on va être rencontrés avant la rencontre avec le public. On va rencontrer le ministère des Transports, puis à ce moment-là, bon, on va avoir tous les détails de ce qui va se produire dans les prochaines années. Puis je dis prochaines années parce que c'est un projet de 2 à 3 ans. À partir de l'automne 2017, de cet automne. Donc, le tracé, ça va être quoi exactement, finalement? Oh, le tracé, là, je ne sais pas, mais je sais qu'ils vont en faire un. Là. Ils vont tracer, ça va être à partir du Crevier, aller rejoindre le nouveau viaduc qu'ils vont construire. Puis, exact, le plan A, le plan B, là, je pense qu'il n'y a plus de plan A, plan B, mais ils ont pris le tracé qui va passer en dehors du chemin de fer. Je veux dire, pas vers le lac, là, du chemin de fer vers les champs. D'accord. Et si on a d'autres questions, ben ça va être le 23 que ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un du CN ou... Je ne sais pas si les représentants du CN vont être là, mais je sais que le ministère des Transports, Yves Berger et compagnie vont être là, puis avec les conseillers et maires de la municipalité. Alors, c'est un rendez-vous à la Cédrière le 23 à partir de 19h. Si la population veut avoir des renseignements, c'est le moment idéal pour venir. C'est le ministère des Transports qui vont faire effectuer les travaux. Donc, c'est eux qui vont nous dire exactement comment, dans les délais, en espérant qu'ils vont avoir des dates. Là. Mais c'est eux autres qui vont informer la population de ce qui va se passer dans les 2 ou 3 prochaines années. Et du côté des eaux usées, il va y avoir du développement également. Bien, demain matin à Rimouski, à 11h, on rencontre la CPTAQ, Comité de protection territoire agricole, à Rimouski, avec la firme Tétratec. Je m'excuse à la télévision, on a toujours des petits mots. Tétratec et la municipalité de Val-Briand, avec M. Turcotte, qui est l'autre personne demandée pour cette réunion. On a déjà eu, il y a 30 jours, on avait eu une réponse favorable à la condition qu'il n'y avait pas d'opposition. Mais là, M. Turcotte a fait de l'opposition. Donc, on va rencontrer la CPTAQ pour ça. Et en espérant que le dossier... commence, en tout cas, on espère aller en appel d'offres cet hiver pour commencer les travaux au printemps.
Alors, de gros dossiers à suivre et puis c'est certain que nous, on va vous suivre. Merci beaucoup. Nous, on travaille, excusez Nathalie, nous, on travaille sur des dossiers qui sont longs. 43 ans, celui-là, c'est 30, 31 ans. On est patient à Valbriand, mais en tout cas... L'important, c'est les résultats. On voit que le travail, que les conseils précédents, et c'est pas rien que nous, là, depuis qu'on travaille là-dessus, là, mais là, les travaux vont enfin se faire, puis c'est tout le monde, tous les représentants de la municipalité antérieure et actuelle, bien là, on s'en va vers là, on s'en va vers un dénouement. Et on est très content parce que ça nous empêchait de se développer à Valbriand. On ne pouvait pas construire parce qu'on on a par-dessus la tête, là, avec les eaux usées, en espérant qu'on va pouvoir se développer puis freiner l'exode des gens vers les autres municipalités. Ça peut juste aider, ça, c'est certain. Alors, merci beaucoup. Merci, puis bonne journée. Dans le cadre de la 13e Semaine québécoise de l'orientation du 5 au 11 novembre, de petites vidéos ont été réalisées pour faire la promotion de la reconnaissance des acquis et des compétences. Voici l'une d'entre elles. Bonjour, mon nom est Claudine Piché. Mon expérience, on peut la commencer. Premièrement, j'ai un bac en administration des affaires. J'ai évolué là-dedans à peu près 10 ans de temps. J'étais chef de projet pour l'informatique. Après ça, bon, est venu le temps de décider qu'est-ce que je fais. J'ai tous des enfants, j'en ai pas. Alors, on a décidé, moi et mon conjoint, que oui, c'était une belle expérience. Alors, on a commencé la belle aventure. Mais moi, je suis restée à la maison. Je suis restée les élever à la maison. C'était dans mes valeurs, puis les valeurs de mon conjoint aussi. Donc, au fil des années, on arrive à un moment donné qu'ils sont retournés à l'école. Hein? Et puis, j'avais le goût aussi là, de repartir, puis de revenir sur le marché du travail. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai voulu revenir, mais j'avais comme d'autres besoins, d'autres goûts. J'ai développé ça au fil des 10 ans, à côté de mes enfants, puis à côté de bénévolat que j'ai fait. Donc, le côté relationnel, mais j'avais beaucoup plus d'aptitudes, on dirait, que j'avais développé avec ça. Fait que j'ai dit, j'aimerais ça m'en aller là-dedans plus. Mais là, j'ai envoyé des CV, mais j'ai eu des réponses, très peu de réponses. Puis les réponses que j'ai eues, c'était, bien, madame, ça fait 10 ans que vous n'êtes pas retournée sur le marché du travail, fait que on ne peut rien pour vous, là. Vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas la formation. Donc, j'ai dit, bon, dans quoi je m'en vais, là? Qu'est-ce que je fais? Comment j'ai fait pour m'en sortir? Je suis allée chercher de l'aide. Je suis allée chercher de l'aide d'un organisme qui se nomme Midi 40. C'est des conseillers en orientation spécialisés pour des 40 ans et plus. Donc, j'ai été avec un groupe. Puis, ils m'ont proposé de faire un bilan de compétences. Là, je me suis dit, mon Dieu, mes compétences, ça fait 10 ans là, que j'ai comme pris panique un peu. Genre, qu'est-ce que j'ai? Mais dans le fond, j'ai découvert que, faire des fêtes d'enfants, c'en est une compétence. Organiser tout ça, aller sur les comités de parents, c'est de l'information. Donc, il y en avait à trouver. Donc, ce bilan de compétences-là m'a aidé vraiment à retrouver, puis aller chercher qu'est-ce que j'avais de l'expérience dans mes réalisations, dans ce que j'ai goût de faire, dans ce que j'ai goût de moins faire, mes forces, mes qualités. Donc, ce bilan de compétences-là est très important et était crucial. C'était la clé pour, après ça, écrire un CV percutant, une lettre d'accompagnement, puis l'entrevue. Donc, vraiment, quand l'employeur nous demande « Parlez-moi de vous », je savais quoi répondre. Mais le résultat, c'était d'avoir une confiance en moi, de savoir ce que je valais, d'avoir quelque chose à offrir d'important, puis avec une valeur. Donc, c'est l'attitude. Ça a changé totalement mon attitude envers ce que je pensais de moi-même. Donc,
Puis aujourd'hui, bien, j'ai eu un emploi comme conseiller autorisé en hébergement pour les personnes âgées. Donc, j'adore cet emploi-là. Elle vient rechercher vraiment ce que j'avais de besoin. Puis, je me vois là assez longtemps. On verra jusqu'à quand. Consultez le www.ceracfp.ca pour plus d'informations. Restons dans le domaine de l'éducation et poursuivons avec Mme Marthe Aymon, directrice générale de la Commission scolaire des Monts-et-Marais, qui a généreusement accepté de nous rencontrer pour nous expliquer le dossier de l'amiante à l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Madame Aymon, on est ici parce que vous avez eu à travailler fort dû à une situation qu'on peut qualifier d'urgente, mais que ça s'était déjà, ça avait été constaté en nous qu'il y avait de la présence d'amiante dans les conduites de ventilation. Expliquez-moi d'où à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, écoutez, dans les écoles du Québec, construites avant les années 70, la présence d'amiante dans les murs, c'est fréquent. Donc, on procède à du déflocage d'amiante dans les écoles au Québec depuis plusieurs années. À l'école secondaire Armand-Saint-Onge, on avait une quinzaine de travaux de réalisés jusqu'à maintenant. Ce qu'on s'est aperçu en août en nettoyant les conduits de ventilation, on a remarqué, les gens, des ouvriers des ressources matérielles ont remarqué certaines particules dans le conduit. Au cours du mois de septembre, on a fait analyser. On avait isolé cette partie-là de conduit. La bibliothèque était fermée. On avait fermé la bibliothèque. Et lorsqu'on a eu confirmation au mois de septembre de la confirmation de présence d'amiante dans les conduits, ce qui est assez particulier et exceptionnel, là, il n'y a pas eu de travaux. Donc, invraisemblablement, là, c'est vraiment depuis la construction en 1968 que cette présence-là est de particules d'amiante dans le conduit. Par la suite, on a voulu investiguer davantage. On est allé voir est-ce qu'il y en a ailleurs. Et c'est là, lundi passé, 30 octobre, qu'on s'est aperçu de présence au niveau de l'école secondaire. Donc, on a immédiatement agi. Un, c'est qu'on a fermé la ventilation. Donc, l'urgence de la journée du 30, c'était que, dans le fond, on n'était plus capable d'assurer des locaux tempérés pour les élèves et le personnel. Mais par la suite, un coup qu'on a confirmation, bien, là, on doit établir les travaux. Lundi soir passé, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y en avait aussi du côté du secteur du centre administratif et une partie du centre de formation professionnelle. Donc, là aussi, l'ampleur des travaux. Donc, en ce moment, ce qu'on s'applique, c'est vraiment toute la relocalisation a eu lieu dans les écoles d'accueil, donc tout le secteur de Cosape-Scales, et la relocalisation du centre administratif à Sainte-Ursule, ainsi que 2 programmes de formation professionnelle à l'école Sainte-Ursule-d'Amqui. Quelque chose qui est important de dire aussi, c'est que la santé des étudiants n'était pas en danger parce que la qualité de l'air était encore bonne. C'est l'élément là, qui est positif dans toute cette histoire-là. C'est sûr que de présence de particules d'amiante dans les conduites dans les conduits de ventilation, c'est particulier. Mais on a fait faire des tests d'air, autant en septembre, lorsqu'on a vu au niveau de la bibliothèque, et cette semaine, donc à tous les jours, on a fait faire des tests qui s'avèrent négatifs. Donc, il n'y a pas de particules d'amiante dans l'air. Donc, effectivement, on peut avec l'élément d'air, mais aussi on a fait ce qu'on appelle des frottis. Donc, on va prendre des petits prélèvements au plafond et au mur pour voir s'il y a des dépôts d'amiante. Et là aussi, en septembre, on n'en avait pas. C'est un peu plus long pour avoir des résultats cette semaine, mais on s'attend aux mêmes résultats. Donc, oui, dans tout cet événement-là, c'est une bonne nouvelle. Et vous avez déjà une entreprise qui va travailler pour nettoyer tout ça. Oui, dans le fond, en étant en situation d'urgence, on a pu conclure un contrat avec Construction Marcel Charret. C'est une entreprise de Rimouski pour prévoir. Et déjà, il y a eu 2 rencontres la semaine dernière. Les travaux devraient commencer très rapidement cette semaine avec l'entrepreneur. Mais là, c'est évident qu'on ne peut pas donner de date approximative de retour des élèves. L'échéancier n'a pas été établi. On vous parle vraiment de plusieurs semaines. Là. Donc, si on est capable de rentrer avant la période des fêtes, ce serait étonnant.
Donc, on s'en va vraiment pour un 4 à 6 semaines, sûrement, vu l'ampleur. Lorsque c'est des travaux avec l'amiante, ça exige des normes et des façons de faire, des procédés qui sont particuliers et ça applique dans le temps. Là, ça demande un certain temps supplémentaire. Et pour savoir quels élèves vont être localisés où, est-ce qu'il y a une liste? Comment ça fonctionne? Oui, dans les avis de la semaine dernière, nous avons, je peux même vous les redire, dans le fond, tout le secteur régulier. Donc, le secondaire 1 et 2 est localisé au Centre de formation professionnelle, le pavillon de la foresterie, ce qu'on appelait le CEFAR. Le secondaire 4 et 5 à l'école secondaire Forimont. Et le secondaire 3 et le groupe de pré-DEP, donc le pré-diplôme d'études professionnelles à l'école Saint-Rosa, l'école primaire de Cozapscal. Au niveau de l'adaptation scolaire, c'est un groupe à l'école Sainte-Ursule et on a eu une belle collaboration de la ville d'Amqui. Donc, on a relocalisé les élèves au centre communautaire d'Amqui au niveau du FMS et du FPT et du secondaire adapté. Et pour les transports scolaires, là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais pour commencer, de quelle façon on fonctionne? Bon, écoutez, dans le fond, oui, c'est un défi de revoir certains circuits, de s'assurer que les élèves qui ne prenaient pas le transport à Essasso, mais qui doivent le prendre maintenant pour aller à l'école Forimont. Donc, les circuits vont être habituels, sauf qu'on va se mettre, on établit des points de chute à l'école Essasso et là, de reconduire après ça chacun des élèves selon leur niveau aux endroits, aux écoles d'accueil. Donc, on va faire, il va y avoir un débarquement à l'école secondaire pour ensuite faire le réembarquement des transferts. Élèves. C'est ça, et des transferts. Et là, on va embarquer dans les autobus. Le secondaire 1 et 2 qui va se diriger vers le CEFAR, le 4 et 5 à Forimont et bien sûr le 3 et le DEP vers l'école Saint-Rosaire. Mm-hmm. Et il y a quand même une partie à l'école secondaire qui peut rester ouverte parce qu'elle avait été faite après. Oui. Oui, dans le fond, c'est un agrandissement au niveau du centre de formation professionnelle où, après vérification, il n'y a pas présence de particules dans les conduites de ventilation. C'est une ventilation qui est indépendante. Donc, le programme de mécanique électro des systèmes automatisés, donc deux programmes, vont pouvoir demeurer. Ça a demandé certains ajustements, là, quand même, parce que certains locaux ne sont plus disponibles. Donc, effectivement, qui peuvent demeurer au centre de formation professionnelle du pavillon d'Amqui. C'est vraiment toute une réorganisation. Alors, félicitations pour avoir bien géré tout ça. Et les parents qui veulent avoir plus d'informations, comment peuvent-ils avoir accès à tout ça? Donc, des communiqués de presse, mais aussi la page Facebook de l'École Armand-Saint-Onge, le portail des parents au niveau de la commission scolaire. Les médias, on va vous utiliser beaucoup pour donner de l'information. Et oui, je viens vous redire un petit peu, oui, c'était très complexe, c'était une situation d'urgence, mais aussi exceptionnelle. Et je vais profiter du micro que vous me donnez pour remercier l'ensemble des personnels, parents, élèves. Vous savez, la semaine dernière, les employés étaient tous mobilisés. Des enseignants nous aidaient à déménager, du personnel de soutien. On a réussi en 4 jours à relocaliser une de nos plus grosses écoles de la commission scolaire. Bien, c'est grâce aux employés. Donc, j'en profite. Merci aux parents, aux élèves. Il s'avère que dans les prochaines journées, on doit demeurer vigilant. C'est des changements, donc pour être sûr que rien n'arrive. Donc, de demander l'effort de tout le monde. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Diffusion Mordicus étant également concernée par cette présence d'amiante, nous avons demandé à Michel Coutu de nous faire un compte-rendu en ce qui le concerne. Michel, évidemment, toi aussi, avec Diffusion Mordicus, tu as été touché par la présence d'amiante dans la ventilation à l'école secondaire Armand-Saint-Onge. Dis-moi, comment tu t'en sors avec tout ça? Bien, je te dirais qu'on s'en sort quand même assez bien parce qu'on était, même si on a dû quitter rapidement les bureaux, on a eu quand même un peu de temps par la suite à aller chercher les informations pour savoir quand on doit, évidemment, quand on n'avait plus accès du tout à nos bureaux. Donc, présentement, on est en mode solution. On cherche
pas de coupable, on cherche que des solutions et ça va quand même bien. C'est relocalisation de 7 spectacles, c'est relocalisation aussi des serveurs de billetterie, des serveurs pour les écrans d'ailes, tous nos dossiers, on n'a pas accès du tout à nos bureaux. Donc, présentement, on est en télétravail, on travaille à la maison, mais les serveurs sont relocalisés dans un autre endroit, donc c'est les branchements, donc c'est beaucoup de travail auquel on n'a pas vraiment le temps, surtout dans un lancement de programmation qui s'en vient, là, le 22 novembre prochain, on lance la programmation hiver-printemps. J'étais là-dedans en temps plein, donc on s'entend qu'on n'est pas une grosse équipe, mais il n'y a pas mort d'homme, donc ça va quand même très bien. Mais comme les spectacles vont être un peu partout dans la vallée, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement là, pour faire le lancement. Où fais-tu ça? Bien, au moment où on se parle ce soir, samedi qui vient, c'est Pierre Hébert. Ça sera relocalisé à Sébec. Donc, on installe la salle. Ce sera le même plan de salle qu'à la salle Jean Cossette. Peut-être quelques sièges qui seront déplacés, mais on va voir, on est encore plus près de l'artiste parce qu'on est sur le même plancher. Donc, les sièges numérotés, ceux qui ont leur billet vont avoir le même siège que s'il y aurait à la salle Jean Cossette. C'est très confortable. Une belle salle à Sébec aussi. Dans les prochains spectacles, on y va au compte-gouttes, évidemment, parce que ce n'est pas tous les artistes aussi qui peuvent déplacer leur spectacle. On a dû reporter Yann Perrault parce que le décor, l'éclairage n'entrait pas dans aucune salle. Et quand tu reçois Yann Perrault, ben, tu reçois le concept au complet, la mise en scène et tout ce qui va avec. Mais ce n'est pas annulé, ça va être déplacé. Non, il n'y a aucun spectacle qui est annulé. Tout va être reporté, tout simplement. Le prochain spectacle qu'on va reporter est probablement Irène sur Mars, parce que le décor n'entre pas dans aucune salle de la vallée de la Matapédia. Il entrait à peine dans la salle de diffusion Mordicus. Donc, lui, il va être reporté probablement au printemps, mais il n'y a aucun spectacle d'annulé. On va présenter 2 spectacles probablement à la Captive qui s'en viennent prochainement avec Nicolas Jobin et Ten String Anna Goatskin qui sera le 1er décembre, si ma mémoire est bonne. Et ensuite de ça, Nicolas Noël va avoir lieu à la salle Gérard Charette à Caux-Abscal. Donc, on y est avec les salles disponibles. On tombe dans le temps des fêtes, on tombe dans les parties de Noël. Donc, c'est ça. Plus que ça, on faisait ça dans le parc sous l'Agora s'il aurait fait beau, là. Ben, il n'y a jamais de bon timing pour tout ça, de toute façon. Mais quand penses-tu pouvoir réintégrer les bureaux? Écoute, de ce côté-là, j'en ai aucune espèce d'idée. On parle de semaines, on parle de mois. Donc, on y va vraiment au jour le jour parce qu'on a l'information, je te dirais, au compte-gouttes. On n'est pas la priorité de la commission scolaire et je les comprends. On doit relocaliser les jeunes, les professeurs. Donc, pour l'instant, ils ont fait un excellent travail. Je te dirais, dans ce mouvement-là, qu'est-ce qui arrive avec l'école polyvalente Armand-Saint-Onge? Là, je trouve que c'est un vrai beau mouvement de collaboration matapédien parce que les gens se sont serrés les coudes et tout le monde va de l'avant. On entend les gens qui sont tous en mode solution. Donc, je pense que c'est à ça qu'il faut penser. Il faut dire aux gens aussi que déplacer un spectacle, là, c'est pas très facile parce qu'on est dans une tournée. Donc, on ne peut pas dire s'ils sont là telle date, le lendemain soir, on va changer de place, on va aller dans telle date. Il faut changer les itinéraires, il faut voir si les comédiens sont disponibles, il faut voir, il faut replacer la billetterie, il faut appeler 390 personnes pour leur dire « Hey, le show est changé de place ». Et il faut informer les gens, c'est presque 24 heures sur 24. Présentement, j'ai des appels à 10 heures le soir de gens qui viennent de savoir que le spectacle de Pierre Hébert est changé de place. Donc, c'est ça. Mais écoute, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas mort d'homme. On va se relever tout simplement. C'est un beau défi. Et comme on a diffusé pendant un an et demi complet, quand la salle Jean Cossette est en rénovation, on a une expertise assez formidable et d'expérience dans ma vie professionnelle. Bien, on était habitué de se promener et d'être nomade dans toutes les salles. Et on a vraiment une belle collaboration. Les municipalités nous ont appelés, des gens même du Rosec, de Gaspé, de Rimouski nous ont appelés de donner des conseils, comment faire la gestion de la crise, justement, à savoir comment informer nos gens, comment reporter, tout ça. Donc, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de dire que les spectacles ne sont pas annulés, que tous les billets vont être honorés. Donc, dans ce cas-là, je trouve qu'on s'en tire bien. Et pour le lancement, comment ça se passe? Bien, 22 novembre prochain, on va lancer hiver-printemps, la prochaine programmation. Ça va avoir lieu au Select Hotel, qui est notre partenaire au niveau de la billetterie. Donc, dans une belle salle au Select Hotel, on va installer ça, on va monter ça en mini-salle de spectacle. Donc, les gens pourront, comme d'habitude, les membres en premier, acheter leurs billets directement sur place. Et ensuite, au grand public, 2 jours plus tard, les gens vont avoir accès à tous les billets. Et en principe, fin janvier, on devrait être de retour dans la salle Jean Cossette. Alors,
félicitations, pour réussir à garder la tête hors de l'eau. Et puis, si les gens veulent plus de détails, j'imagine que c'est par courriel que ça se fait. Oui, par courriel, par téléphone, le même numéro de téléphone au bureau. On a transféré les lignes, évidemment, pour leur répondre, peu importe l'heure du jour. C'est toujours le 418-631-1788. Si vous voulez avoir des infos au niveau de la billetterie, au Select Hotel, 629-2241. Et évidemment, par courriel, allez voir sur notre site Internet de diffusionmordicus.ca. Allez dans la section nouvelles en bas. Descendez un petit peu dans le site et vous avez toutes les nouvelles à jour. À tous les jours, on met ça à jour. Et sur le Facebook de Diffusion Mordicus, écoutez les médias, écoutez la TVC, écoutez Rouge FM. Là, si vous ne le savez pas, là, on va aller cogner dans votre porte. C'est la prochaine étape. Donc, il y a toutes les possibilités de s'informer. Donc, si vous n'êtes pas au courant, c'est parce que vous ne voulez vraiment pas le savoir. Alors, merci beaucoup, Michel, d'avoir pris le temps de venir informer la population. Oui, puis on vous tient au courant des développements. On viendra vous voir aussitôt qu'on en a. Merci. C'était tout un défi imprévu à relever pour Marthe Aymon et Michel Coutu, alors que d'autres relèvent des défis par plaisir. Voici Alexis Daou-Tremblay du comité Défier la vallée. Alexis, tu as pris part à la partie aujourd'hui pour Défier la vallée. C'est ici à Amqui, Cozap, Sébec. Dis-moi, comment vous avez pensé à ça, là? Bien, Défier novembre, ça s'intègre super bien au niveau de Défier la vallée parce que le mois de novembre, c'est le mois du conditionnement physique. Mais souvent, tu sais, le mois de novembre, on l'a dit, c'est plus gris, c'est plus froid, on change d'heure, il fait noir de bonne heure. Fait qu'on trouvait que c'était intéressant. C'est une idée qui nous est venue en collaboration avec Desjardins aussi. Desjardins qui finance là, Défier novembre, là. Donc, c'est une idée qui nous est venue avec Desjardins qui, en le fond, on disait ça serait le fun de faire bouger les gens puis de montrer, comme Anne a dit tantôt, que c'est pas parce qu'il fait froid qu'on peut pas sortir dehors. Ou sur semaine, sur l'heure du midi. Oui, c'est ça. Sur l'heure du midi, c'est qu'en même temps, ça nous permet de faire notre demi-heure d'exercice déjà. Fait que le soir, tu arrives, tu as du temps pour tes enfants, tu as du temps pour la famille. C'est quelque chose qui est quand même bien important aussi. Et il va y avoir plein d'autres activités aussi qui s'en viennent avec Défier la vallée. Où peut-on trouver toutes ces activités? On est sur Facebook Défier la vallée. Donc, les gens peuvent s'inscrire. On rappelle que les gens qui font du conditionnement physique, ce n'est pas que Défier novembre. Défier novembre, c'est l'activité du mois de novembre, mais c'est comme c'est le mois du conditionnement physique. Tous les gens qui font du conditionnement physique pendant le mois de novembre, s'ils font une demi-heure d'activité, peuvent s'inscrire sur la page Facebook pour, dans le fond, compléter le formulaire et ils risquent de gagner des prix. On a un tirage tout au long de l'année. On ramasse des noms à tout le long de l'année et on a un tirage qui peut gagner un certificat cadeau de 500 $ chez Sport Expert. C'était Intersport avant, fait que là, je ne sais plus quel, mais c'est Sport Expert. Puis on a un tirage aussi de 250 $ pour les 6 derniers mois là, de l'année. Fait que c'est ça. Donc, les gens peuvent nous suivre sur Facebook. Alors, merci beaucoup, Alexis, et merci de montrer l'exemple. Merci beaucoup. Nous avons également rencontré Anne Bellavance-Roy, kinésiologue, qui offre ses cours en plein air. Anne, t'es bien réchauffée parce que tu viens d'entraîner une belle gang aujourd'hui. Oui. C'est la deuxième année que tu fais ça pour Défier la vallée. Dis-moi, comment ça se passe pour toi? À date, ça se passe très bien. C'est pas pour rien que je le fais pour une deuxième année. Je trouve que c'est vraiment un beau projet. Quand on me l'a demandé une deuxième fois, j'ai vraiment été contente. En fait, ce que j'aime en fait du concept, c'est d'apporter le monde à bouger, peu importe la température. Fait que beau temps, mauvais temps, on est ici, tout le temps au poste. C'est pas facile, mais quand on est en gang, c'est tout le temps plus motivant. En étant à Cozap, Sébec aussi, ça fait bouger tout le monde de la vallée, pas juste à Amqui. Puis ça fait bouger aussi le monde proche de leur travail. Fait que sur l'heure du dîner, on va s'entraîner comme ça. Pas d'excuses qu'on n'a pas le temps durant la journée. C'est une manière de trouver le moment pour bouger. Ils sont entre bonnes mains avec toi parce qu'on sait que tu es vraiment formé pour ça. Oui, exactement. Je suis kinésiologue. Donc, j'ai la capacité vraiment de donner des exercices sécuritaires puis de montrer aussi des manières différentes de le faire pour adapter à tous les âges. Fait que ce soit pour une personne un petit peu plus âgée, ça peut être aussi pour les enfants. Je suis capable de donner vraiment des variantes pour ne pas se blesser, que ça reste sécuritaire. Alors, merci beaucoup, beau travail. Merci. Merci beaucoup. Salut. Poursuivons toujours en sport avec la reine du hockey junior dans la vallée de la Matapédia, Madame Ghislaine Bouliane. Ghislaine, tu es encore présidente du hockey mineur ici dans la vallée. Dis-moi, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inscriptions encore cette année? Oui, merci. En premier, je voudrais vous remercier de venir parler du hockey, de parler de nos jeunes de la vallée. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. En fait, nous avons encore cette année des beaux groupes de jeunes. Je dois parler surtout dans les plus jeunes, là. On a entre 85 et 90 jeunes sur la glace les fins de semaine. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment une belle paye de voir
la relève est là, puis la continuité de notre hockey est assurée. Par contre, c'est sûr, commencer un début de saison, ça demande un petit peu plus de surplus d'ouvrage, mais... Les ajustements. Les ajustements. Par contre, on a 2 bons comités. Alors, je ne suis pas tout seul là-dedans. Puis aussi, ce que je trouve avantageux, on a des bons personnels d'encadrement qui s'occupent de nos jeunes. Ça, pour nous autres, là, c'est vraiment une autre belle paye que c'est plus revalorisant puis encourageant. Puis par contre, dans les ambassadeurs, cette année, la ligne McDo a été dissous, c'est-à-dire, puis ça a été un petit peu plus difficile de commencer notre doublelette parce que le hockey est scolaire. Puis on a divisé nos équipes. Le bantam, c'est pas dans l'école scolaire. Puis l'atome puis le midget sont dans les mêmes équipes que l'année dernière, la même structure, mais différemment, ils ne s'appellent plus la ligne McDo. Par contre, c'est encourageant. On a 4 belles équipes aussi, puis ça va très bien. Puis encore là, on a vraiment un bon personnel d'encadrement. Ça fait que c'est pas inquiétant. On avance tranquillement, puis nos jeunes sont vraiment ambitieux puis encouragés. Il y a déjà eu des tournois, je pense. Des tournois, bien, ça va aller après les fêtes. Okay. Après les fêtes. Il y a eu des rencontres? Oui, on a fait des rencontres avec certaines équipes de l'extérieur. Ils appellent ça les premières rencontres pour évaluer nos jeunes, puis après ça, faire nos équipes. Puis là, dans le simple lettre, nos équipes sont tout faites aussi. On a quand même 2 équipes dans la tombe dans le simple lettre. Puis dans le double, on n'a pas 2, on a 3 équipes dans le simple lettre parce qu'on a du A et du B, 2 équipes dans le B. Dans le Pee-Wee, on a 2 équipes. Bantam, on a 2 équipes également. Et le midget, on a une équipe. Disons, le midget, c'est un petit peu plus difficile parce que les jeunes, ils s'en vont prendre d'autres orientations. Rendu midget, les études à l'extérieur. Mais quand même, on a quand même un bon bassin de jeunes pour continuer dans cette orientation-là. Alors, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Là? Bon, prochainement, là, la saison est vraiment débutée. Puis, il va peut-être avoir certains réajustements dans certaines catégories, peut-être. Par contre, on figure très bien contente. Puis après les fêtes, bien là, ça va être... Par contre, avant les fêtes, il y a un tournoi à Rimouski. On a quelques équipes qui vont aller là. Puis après les fêtes, c'est nous autres ici dans la vallée, on a un tournoi au petit Blouin depuis quelques années. Puis là, on a changé un petit peu l'orientation. Nous autres, ici, on va avoir l'atome, le bantam et le midget, simple lettre et double lettre. Puis, cause fiscale, le tournoi d'invitation, ils l'ont cancellé parce que ça faisait un doublon pour nos tournois. Puis, étant donné qu'il y a moins d'équipes partout, ça fait que ça devenait plus dur à gérer. Donc, le cause fiscale, ils vont garder le Pee-Wee avec nous autres, avec le novice et le pré-novice. Ça va être très intéressant aussi. Ça va faire quand même des beaux tournois. Alors, on peut inviter la population à venir voir ça. De toute façon, on va venir en reparler, c'est certain. Mais c'est quand même des bonnes nouvelles qu'on apprend là aujourd'hui. Oui, je suis vraiment contente. Franchement, là, ça demande, on sait que ça demande du temps. Mais quand même, comme je disais tout à l'heure, on est toute une belle équipe derrière moi. Puis ce qui est encourageant, c'est de voir tous nos jeunes, ça progresse, ça s'améliore. Puis on dit, le hockey, on le sait que c'est un beau sport, mais il n'y a pas juste le hockey. Mais par contre, c'est formateur, c'est une école de vie. Hein? Une journée, tu gagnes, le lendemain, tu perds. Puis aussi le respect, on travaille beaucoup sur le respect. Puis quand je dis que c'est une leçon de vie, là, j'ai vraiment raison. Et pour tous les détails, j'imagine qu'il y a une page Facebook? Oui, il y a une page Facebook qui se dit, puis nos annonces, nos équipes sont annoncées aux radios aussi. On a une belle collaboration avec tout le monde. Fait que c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup, Ghislaine. Ça me fait plaisir. C'est encore moi à vous dire un gros merci. Bye. Pour avoir plus de détails sur les tournois à venir, nous avons aussi rencontré Guylain Raymond à Cause Abscale. Guylain, on va parler du hockey mineur maintenant. Ça va être gros. Un tournoi olympique qui s'en vient. Ouais, on a un tournoi olympique qui s'en vient le 8, 9, 10 décembre au niveau masculin et féminin. C'est pour tout le monde. C'est les 18 ans et plus qui veulent jouer. Ils peuvent communiquer avec nous. C'est un beau tournoi. D'habitude, on a à peu près une vingtaine d'équipes qui viennent nous voir à Cause Abscale. Puis c'est une belle fin de semaine, le 8, 9, 10 décembre. Alors, les gens peuvent communiquer au 418-756-3444, le poste 1320 encore, ou le 1322 avec Edith.
Pour voir l'horaire, est-ce que c'est affiché quelque part sur Facebook? Oui, c'est notre Facebook Loisirs. On va mettre l'horaire 3-4 jours avant le tournoi. Les gens peuvent suivre aussi toute la fin de semaine sur notre Facebook Loisirs parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vient voir le tournoi. Puis avant Noël de même, ça fait une belle activité dans la MRC. Et il y a aussi, pour le hockey mineur, ça bouge beaucoup aussi. On a parlé avec Mme Bouliane des inscriptions, tout ça, comment ça allait. C'est quoi qui va se passer prochainement? Bien, au niveau du hockey mineur Vallée, hockey Vallée, il y a 2 tournois. Le tournoi à Amkoui-Sébec, qui va être de la catégorie Atome, Bantam, Midget, simple lettre et double lettre. Le tournoi va être le 26, 27, 28 et 29 janvier 2018. Et le tournoi Invitation des Jardins, qui va être le 23, 24, 25 février, à Amkoui-Kozovskal, pour les catégories novices et péoui. Alors, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est regroupé les tournois parce qu'on sait qu'à cette heure, on est juste une association, c'est Hockey Valley. Dans les 3 arénas, il devrait y avoir des matchs de hockey. Et dans les 3 arénas, tous les revenus vont à l'association du hockey mineur Vallée pour aider les jeunes à continuer à jouer parce que c'est quand même beaucoup de sous, un budget annuel pour une association comme Hockey Valley. Alors, on sait que les familles vont sûrement aller encourager leurs jeunes, mais toute la population est invitée. Oui, toute la population est invitée. C'est une belle activité, surtout dans les petites catégories. C'est le fun de voir ça. Vraiment, il y a du plaisir, puis vraiment, les jeunes s'amusent, puis c'est ça qui est le fun à voir. Alors, c'est noté. Merci beaucoup. Merci. Dans le domaine sportif, c'est important de former une équipe solide pour compter des buts et en affaires, c'est primordial pour se relever. Voici Martin Bérubé de la ressourcerie de la Matapédia suivi de Karine Corneau qui vous invite à leur porte ouverte. Martin, les inondations, ça a quand même eu des grosses répercussions ici pour l'entreprise. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez perdu dans tout ça? On a perdu pas mal de choses. Dans le fond, l'inondation a eu lieu le 8 de mai dernier. Et puis, ce qu'on a perdu, c'est tout ce qu'il y avait au sous-sol, tout simplement. Dans le fond, les tablettes de cette hauteur-là allaient jusqu'en haut. Il y avait quelques articles qui étaient quand même bons, mais comme un petit peu des valises ou des patins. À part de ça, des skis, on ne pouvait pas les mettre dans les airs, fait qu'ils étaient à terre. Fait que les skis, les meubles, tout ça a été, dans le fond, disposé autrement parce qu'il n'était pas potable pour la vente. Et puis, ce qu'on a fait, c'est que par la suite, ça a été envoyé à l'éco-centre de la Matapédia pour la récupération. Fait que je peux vous dire qu'il ne reste plus grand-chose, là. Autrement dit, il ne reste rien des inondations. Fait que c'est tous des meubles usagés neufs que les gens nous ont redonnés par la suite. Ça a été une opération grand nettoyage, vraiment. Là, c'est ça, il y a eu beaucoup de publicité qui s'est faite pour pouvoir ravoir des choses à vendre. Oui. À partir du moment où le 8 de mai dernier, il y a eu l'inondation, dans le fond, j'ai fait un communiqué de presse. Il y a un journaliste du journal L'Avant-Poste qui est venu ici, ces lieux, constater les dégâts, dans le fond. Et puis, les 2 semaines d'après, consécutifs, il y a eu un article qui a été présenté dans le journal L'Avant-Poste. Ça nous a aidé beaucoup. Ça a permis aux gens de se conscientiser par rapport à ce qui s'était passé au niveau de l'organisme. Et puis, dans toute cette période-là, du mois de mai jusqu'à aujourd'hui, les gens y ont été attentifs et grâce à eux autres, ça a permis de ramener un peu, beaucoup d'articles là, ici dans l'organisme. Fait que pendant une période là, où on était fermé, on a à ce moment-là continué de faire les cueillettes et puis on a entreposé à un autre endroit ici à Amkoui. Fait que ça nous a aidé énormément. Fait que merci à ces gens-là qui ont bien voulu nous prêter un entrepôt là, gratuitement. Fait que ça a été bien apprécié. Sinon, si on n'avait pas eu cet entrepôt-là, ça aurait été difficile, même impensable, d'arriver à faire des cueillettes puis d'entreposer. Puis avec tout là, ce qu'il y avait comme infrastructure ici à faire, là, parce qu'il y avait des travaux de construction, il y avait beaucoup de corps de métier qui étaient ici pour justement ramener le sous-sol en bon état. Et là, ça a été réaménagé. Explique-moi les pièces qui sont maintenant disponibles là, pour aller voir tout ce qu'il y a à vendre. Dans le fond, on a fait des modifications considérant qu'il y a eu cette inondation-là. Il y a des pièces que les gens n'avaient pas accès. Maintenant, ils ont accès. Fait qu'il y a de ce côté ici, qui est du côté gauche, c'était fermé à la population. Maintenant, c'est ouvert. Cet espace-là va servir de vente. Par contre, je vais avoir fermé un autre endroit. Ça fait que j'ai le même espace de vente, mais redimensionné ou représenté, réorganisé d'une façon différente. Fait qu'avant ça, on avait une salle de tri qui n'était pas fonctionnelle. Suite à cette inondation-là, on va avoir une salle de tri qui va être beaucoup plus fonctionnelle
que ce qu'on avait auparavant. Là, on est en train de l'aménager. Et puis, de l'autre côté des marches, dans le fond, quand les gens vont descendre les marches du côté droit, à ce moment-là, il va y avoir juste une partie qui va être là pour les gens, pour les électroménagers. Ça s'en vient. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent des électroménagers. On fait ce qu'on peut. Ça dépend aussi des cueillettes, mais il faut aménager cette partie-là. Ça s'en vient. En tout cas, on espère être capable d'ouvrir cette partie-là là, avant le mois de décembre. Là. En tout cas, on va essayer de faire des miracles. On est habitué de faire des miracles avec rien. Là. Ça fait qu'on va continuer encore. Puis il y a même aussi le 3e étage qui a été ouvert. Oui, le 3e étage a été ouvert à partir du moment où il y a eu l'inondation. Fait que le propriétaire, parce que ça, c'est un bâtiment qui est en succession, il a accepté, dans le fond, la succession Sainte-Claire a accepté de nous prêter à ce moment-là le haut, qui étaient les anciens bureaux du Centre financier aux entreprises de Desjardins, Caisse-Vallée de la Matapédia. Fait que ça nous a permis de nous donner un gros coup de pouce. Et puis, ça, à ce moment-là, ça a fait en sorte qu'on a pu placer des meubles en haut. Ça a pris peut-être bien, je pense, un mois avant qu'on puisse arriver puis mettre des meubles. Le temps qu'on fasse nos cueillettes puis qu'on ait un peu de marchandises là, à présenter aux gens. Fait que ça a été apprécié beaucoup. Fait que dans le fond, depuis début septembre à peu près, qu'on a ouvert ici en bas. Puis là, vous préparez pour une porte ouverte. On va aller en discuter avec Karine, justement. Oui, bien c'est bien. On va pouvoir vous donner beaucoup d'informations à ce sujet-là. Merci. Ça fait plaisir. Karine, il y a quelque chose qui va se passer prochainement ici. C'est une porte ouverte. Dis-moi, c'est quand et qu'est-ce qui va se passer au juste? Oui, on va avoir une porte ouverte qui va se dérouler le 17 novembre prochain, ici à la ressourcerie de la Matapédia. Donc, j'invite nos membres et la population à venir. Ça va se faire de 9h aller jusqu'à midi et de 13h aller jusqu'à 15h30. Donc, moi, je vais être là. J'invite les gens à venir prendre un café, à venir me rencontrer, ceux qui ont besoin d'informations sur nos services, aussi ceux qui ont besoin d'informations au niveau de leurs droits et obligations en tant que locataire ou locataire. Ça va me faire plaisir de répondre à leurs questions. Oui, parce que toi, tu es en charge de ça ici aussi pour informer la population. Oui, exactement. Ça se fait sur rendez-vous habituellement? Est-ce que les gens doivent venir prendre rendez-vous ou ils peuvent arriver ici un peu n'importe quand puis tu peux les conseiller? C'est sûr que l'idéal pour moi, c'est qu'ils puissent me rejoindre au 418-629-6077 pour pouvoir prendre un rendez-vous. Mais tu vas quand même être là pour leur parler de tes services lorsqu'il va y avoir la porte ouverte. Oui, exactement. Donc, je vais pouvoir leur donner plein d'informations à ce niveau-là. Il va y avoir aussi des prix de présence qu'on va faire tirer des cadeaux. Alors, merci beaucoup. Ça va être très intéressant. Et puis, on se voit là, j'espère. Merci. Bien, merci beaucoup. Bienvenue à tous. Sébec célébrera ses 125 ans d'histoire et les préparatifs vont bon train. Voici Pascal Turcotte qui a déjà une invitation à vous faire. Pascal, le 12 novembre prochain, ici même à la salle communautaire, il va y avoir un bon déjeuner et dis-moi pourquoi. C'est la première activité qui va avoir lieu dans le cadre du 125e de Sébec. On invite toute la population à venir. On va avoir le dévoilement du logo qui va être là, puis aussi les gens qui font partie du comité. Et tout l'argent va être amassé pour faire quelle activité? Est-ce que vous avez déjà des activités de prévues qui s'en viennent? Dans le fond, on a un comité qui travaille fort sur la programmation, mais on n'a pas d'activité qu'on peut dévoiler pour le moment, mais on s'organise pour que ça soit une belle activité festive pour toute la population, pour les jeunes, les grands, les petits, pour tout le monde. Et où on peut se procurer les billets? Il y en a auprès des membres du comité du 125e, dans le fond, puis il y en a aussi à la municipalité. En appelant au 418-536-5440, vous pouvez en voir. Alors, merci beaucoup, Pascal. Merci. Toujours à Sébec, nous passons à la soupe maintenant. Voici une invitation d'Isabelle Pinard du comité Rendez-vous Bouffez-nous. Isabelle, toi, tu participes, tu fais partie du comité qui s'occupe de Bouffez-nous, les rendez-vous Bouffez-nous. C'est quoi qu'il y a eu dans le passé dans le cadre des rendez-vous Bouffez-nous?
Bien, on a déjà tenu 2 autres rendez-vous au courant de l'année. On en a tenu un au mois de mars à Cause Abscale où là, on avait une thématique sucrée. Et on en a fait un autre au mois d'août avec le marché public où on avait une thématique smoothies. Et là, le prochain qui s'en vient, notre thématique, c'est les soupes parce qu'à l'automne, on veut se réchauffer, on veut en profiter pour faire de l'énergie. Donc, c'est vraiment le but aussi des rendez-vous, c'est de faire des moments d'échange interculturel puis des moments d'échange intergénérationnel. Donc, c'est le moment de venir rencontrer des gens, déguster différentes soupes. On a 10 sortes de soupes différentes, des recettes d'ici, des recettes d'ailleurs. Et le but, c'est vraiment de prendre le temps d'échanger puis de partager avec les gens à ce moment-là. Donc, c'est samedi prochain à Sébec que ça se passe. Et puis, combien de soupes on va pouvoir goûter à peu près? Bien, Effectivement, c'est le samedi 18 novembre à Sébec. On a 10 soupes en dégustation, donc 10 bénévoles, parce que tout ça est fait par des bénévoles. Et on les remercie vraiment chaleureusement parce que sans ça, on ne pourrait pas tenir l'activité. Et puis, les billets, où peut-on se les procurer? Bien, on peut se les procurer auprès des bénévoles, bien sûr, mais on en a à la MRC, au centre de femmes aussi de la vallée à Amqui. Il y a le dépanneur Berger à Sébec. Alors, merci beaucoup et on se souhaite de bonnes soupes chaleureuses. Merci. Merci. Toujours pour le 18 novembre, voici une autre invitation de Michel Chevary cette fois. Bonjour, ici Michel Chevary. Je suis l'organisateur de la première édition de la soirée chasse et pêche à la Côte-Saumon. Je suis en compagnie de Mario Ross, propriétaire du magasin ProNature Amqui et Rimouski. Bonjour Mario. Salut Michel. Ça va bien? Ben oui. Quand on parle de chasse, ça va tout le temps bien. Ça va tout le temps bien. Mario était le premier que j'ai approché, puis c'était le premier qui m'a dit oui. Donc, c'est notre commanditaire majeur de l'événement. Qu'est-ce qui se passe à cette soirée de chasse-là? Bon, ben c'est le samedi 18 novembre à 19h. Ça se trouve être à la Côte-Saumon, au centre des loisirs. C'est un concours de panache en même temps. Il va y avoir des cliniques sur les salines, des cliniques sur un petit peu les modes de vie de l'Orignal. Comment ça se passe en forêt. De 7h à 8h30 environ, on va avoir des cliniques. Après ça, bon, ben, il va y avoir un chansonnier. C'est un groupe, c'est Nico et compagnie. Le but de cette soirée-là, c'est sûr, c'est de divertir nos chasseurs. Et en même temps, c'est de ramasser de l'argent pour la CJS de la Côte-Saumon. La CJS de la Côte-Saumon, dans le fond, c'est la maison des jeunes de la Côte-Saumon qui, à chaque année, ont besoin d'argent pour pouvoir poursuivre leurs activités. Donc, à la Côte-Saumon, bon, on lui vient en aide de même. Mario nous a aidé grandement à la recherche de prix, parce qu'une soirée de même, pour attirer du monde, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas juste l'argent, il faut des beaux prix. Puis je pense que Mario a réussi à aller me chercher de gros cadeaux, fait que je peux laisser la parole à Mario pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a comme prix pour cette soirée-là. Écoute, autant Michel, avec les compagnies avec qui je fais affaire ou les collaborateurs, on est allé chercher, comme tu dis, des beaux prix. Ouais. SpyPoint nous offre une caméra d'une valeur de 250 $, une caméra solaire. Super. Après ça, tu as la pourvoirie de la Seigneurie du Lac-Métis qui nous offre quand même un séjour de 2 personnes, 2 jours, hébergement au Petit Gibier. Quand même super de beau prix. Là, on parle de 2 jours au Petit Gibier, c'est la Seigneurie Métis. Là, quand même quelque chose de bien. On a aussi mes bons amis Jasmin et Marc Poirier de RPF qui ont collaboré avec des certificats cadeaux échangeables en magasin. Il y a aussi la meunerie Souci qui offre des produits de saline, le maïs pour le chevreuil, des produits autrement dit d'abattage qui nous offre 2 certificats cadeaux de 50 $ chacun, échangeables encore en magasin. Ben, c'est super, c'est des beaux cadeaux, puis ça s'attache à ça aussi, je vous dirais. Il va y avoir des prix en argent aussi là, qui vont être émis durant cette soirée-là pour les gagnants. C'est bien important pour ceux qui veulent avoir des informations, c'est communiquer avec moi-même au 418-629-7218. Le coût du billet, c'est 15 $, puis en même temps, ben, on a fait des forfaits de table. Une table, 6 personnes, 75 $. Fait que si vous voulez emmener votre gang de chasseurs, c'est le temps. C'est un beau party. On vous invite le 18 novembre à la Côte-Saumon à 19h. Merci. Un grand nombre. Yes. Et c'est ce qui complète cette émission pour aujourd'hui. Avant de terminer, comme à chaque année, nous allons procéder au tirage d'une publicité gratuite de 30 secondes parmi nos 42 membres honoraires. Cette publicité sera également diffusée gratuitement à l'intérieur de l'émission Bien branchée. C'est une façon de vous remercier d'être avec nous année après année. Alors, procédons au tirage. Il s'agit de gestion notariale Olivier Giroux. Gestion notariale Olivier Giroux. Alors, c'est un plaisir de vous remercier en faisant une publicité de 30 secondes pour vous. Vous serez contacté sous peu pour prendre rendez-vous et pouvoir élaborer une publicité de 30 secondes.
Et je tiens aussi à vous inviter à 2 sorties culturelles à ne pas manquer. D'abord, je vous rappelle que c'est cette fin de semaine, le Salon des artistes et artisans, et que nous serons présents vendredi soir pour vous rencontrer. Une fin de semaine bien remplie, mais tout de même, prenez le temps de jouer au Télé-Bingo. Et jeudi prochain, le 16 novembre, dès 19h, Les Bontés Divines vous présentent 2 grandes âmes, soit Karine Turcotte et Marianne Darc-Peter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.